Le 2 juin 1953, il fait froid et il pleut sur Londres. Mais qu'importe. Elisabeth fait son entrée à 11h15 dans l'abbaye. La cérémonie va durer 4 heures, alors que l'archevêque de Canterbury lui remet les 2 sceptres figurant le pouvoir, la justice, l'équité et la clémence. Enfin, le prélat pose la couronne de Saint-Édouard sur la tête de la jeune femme alors que retentit un cri « God save the Queen ». Philippe s'avance vers elle et s'agenouille en signe d'allégeance. Il prend sa main et lui dit « Je suis votre homme, lige », avant de l'embrasser sur la joue gauche. La reine Élisabeth II quitte enfin l'abbaye, tenant dans sa main droite le sceptre et l'orbe dans la gauche. Elle regagne Buckingham Palace en compagnie de son mari sous les ovations, souriante malgré l'inconfort de l'énorme et lourd carrosse très mal suspendu, avant la traditionnelle apparition au balcon. La cérémonie a été parfaite, suivie par 300 millions de téléspectateurs. Le couronnement est devenu un spectacle. Élisabeth II est la reine de l'image. Le 26 juillet 1956, au Caire, le président Nasser, au pouvoir depuis 4 ans, décide de nationaliser le canal de Suez. Les biens de la Compagnie du Canal sont mis sous séquestre. Une provocation pour le Royaume-Uni et la France qui se partagent les actions de la dite compagnie. Le Premier ministre britannique, Anthony Eden, qui a succédé à Churchill, demande à la reine de parapher l'ordre d'envoi de troupes britanniques en Égypte pour sauvegarder les intérêts de Londres. La souveraine est le commandant en chef de toutes ses armées, mais c'est la première fois de son règne qu'elle autorise une opération militaire importante. Le 7 novembre, l'intervention est stoppée par l'ONU et se transforme en défaite. Les troupes franco-britanniques vont devoir piteusement évacuer la zone. C'est une épreuve pour Élisabeth II car son gouvernement a échoué en son nom. Elle réalise que le cabinet lui a caché la réalité de la situation. Le résultat est que Washington a pris ses distances et que Nasser devient, grâce à ce fiasco, le leader du monde arabe. C'est à cette époque que la reine et Philippe font presque du Britannia leur résidence secondaire. Ils sillonnent les mers et les océans du monde lors d'une série de voyages officiels à travers les États du Commonwealth. En janvier 1961, le couple arrive en Inde. Élisabeth est le deuxième souverain britannique à se rendre dans ce pays après son grand-père George V en 1911. De Bombay à Delhi, puis à travers le Rajasthan, c'est une succession de fêtes somptueuses, de promenades à dos d'éléphants, de chasse aux tigres. L'Inde des Maharajas fait un triomphe à la reine. En novembre, ce sera l'Afrique. Élisabeth II se rend au Ghana. Ce voyage est un succès. Le président Nkrumah est sous son charme. Ils vont danser ensemble lors d'une réception. La photo fait le tour du monde. Macmillan reconnaît que la reine a bien fait de vouloir à tout prix maintenir les liens de l'État membre. En janvier 1963, Élisabeth est en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Philippe lorsqu'elle apprend que le général de Gaulle a opposé son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. C'est une grande déception pour celle qui avait magnifiquement reçu le président français en 1960. Elle le tenait en grande estime. Les relations vont se refroidir entre la République et le Royaume-Uni. Depuis le 5 mai 1979 et le retour des conservateurs, le chef du gouvernement est, pour la première fois, une femme, Margaret Thatcher. Quel parcours pour cette fille d'épicier! Elle a fait ses études à Oxford et a été élue au Parlement à 32 ans. Elle est autoritaire, désagréable et intransigeante, donc très impopulaire. Mais elle s'est assignée comme mission de redresser le Royaume-Uni. Pour cela, la reine l'admire, mais ses méthodes brutales et spectaculaires vont rapidement lui déplaire. Elle commet une première faute en tentant d'empêcher Élisabeth II de participer au sommet du Commonwealth à Lusaka, en Zambie, en août 1979. La reine se rend quand même dans cet État africain car elle est le chef du Commonwealth, une fonction qu'elle estime essentielle. La première ministre doit s'incliner. Chez le prince et la princesse de Galles, les scandales se succèdent aussi. Ce même été 1992,
le Sun publie la transcription d'une conversation intime de Diana avec son amant John Gilbey, héritier d'une marque de gin. Il appelle Diana Squidgy, qui signifie ma douce. L'affaire est baptisée Squidgy Gate. Dans cet échange, le journal assure qu'il a censuré les passages sexuels, Diana déverse son ressentiment à l'encontre de Charles et a des paroles particulièrement grossières à l'égard de la famille royale. À la guerre des York succède celle des Galles. La difficile année 1992 n'est cependant pas encore finie. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, un terrible incendie ravage le château de Windsor. Il est accidentel. 10 siècles d'histoire disparaissent dans le brasier. La chapelle privée, la salle à manger d'apparat et le salon cramoisi vont brûler. Le prince Andrew, présent dans la forteresse ce soir-là, va organiser avec efficacité le sauvetage des œuvres d'art. On prévient la reine. Elle est sur place aux premières heures du jour, chaussée de bottes, un foulard Hermès noué sous le menton. Élisabeth II fait face à un nouveau drame. Windsor et elle, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi l'histoire de l'Angleterre depuis près de 1000 ans. Pire encore, ce 20 novembre est son 45e anniversaire de mariage et Philippe est en Argentine. 4 jours plus tard, le 24 novembre,